l'arrière-plan diplomatique maintenant. C'est dans ce contexte que le Wall Street Journal fait état de pression, peut-être de pression sans équivalent sur Volodymyr Zelensky de la part de l'Occident, et en particulier de la part de l'Allemagne et de la part de la France. Des pressions, pourquoi ? Des pressions pour commencer à envisager les négociations. Soyons clairs, ni Berlin ni Paris ne disent aujourd'hui à Volodymyr Zelensky il faut négocier avec les Russes. Ils disent à Volodymyr Zelensky, de toute évidence, si l'on en croit les informations rapportées, on va les examiner dans quelques minutes, ils disent à Volodymyr Zelensky, commencez à définir à partir de quel moment vous pourrez dire oui, nous sommes prêts à parler avec Vladimir Poutine. Et dites-le nous à nous aussi. Voilà ce qui est dit. Alors voyons d'abord quelles sont ces informations, que disent-elles précisément sur ces pressions sur Volodymyr Zelensky. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors premier titre de presse à donner ces informations, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Wall Street Journal. Oui, le quotidien américain cite 3 responsables occidentaux qui révèlent cette information. L'essentiel s'est déroulé le 8 février au palais de l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit alors le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa tournée européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz est lui aussi invité à l'événement. Et c'est lors de ce dîner que le président français, selon le journal, a explicitement demandé à Volodymyr Zelensky de se préparer à négocier avec Vladimir Poutine. Sous-entendu, il ne peut pas y avoir qu'une unique solution militaire. Emmanuel Macron a dit à Volodymyr Zelensky qu'il avait été un grand chef de guerre, mais qu'il devait maintenant devenir un homme d'État et prendre des décisions difficiles, déclare l'une de ses sources. Le président français fait ensuite une référence à l'histoire avec un grand H pour appuyer ses propos. Même des ennemis mortels comme la France et l'Allemagne ont dû faire la paix après la Seconde Guerre mondiale. En clair, le chef de l'État ne croit pas à la victoire ukrainienne sur le champ de bataille et ceux qui ont la mémoire courte se souviennent de ses propos dans son avion à son retour de la conférence de Munich il y a une dizaine de jours. Aucun des deux côtés ne peut l'emporter entièrement, ni l'Ukraine ni la Russie, car les effets de la mobilisation ne sont pas aussi importants que prévu. On a aussi vu que ce week-end, quelques heures après l'annonce du plan de paix proposé par la Chine, Emmanuel Macron a été l'un des seuls dirigeants occidentaux à soutenir l'initiative chinoise. Écoutez le président de la République. Je pense que le fait que la Chine s'engage dans des efforts de paix est tout à fait bon. J'irai moi-même en Chine début avril. La Chine doit aujourd'hui nous aider à faire pression sur la Russie, évidemment, pour qu'elle n'utilise jamais ni le chimique ni le nucléaire, ce que la Chine a déjà fait, mais ce qu'elle arrête cette agression en préalable à une négociation. Je suis pour qu'on associe le maximum de grandes puissances au travail pour stopper l'agression, aider l'Ukraine à résister et bâtir la paix. Bon, l'accent est mis sur Emmanuel Macron, mais de fait, et le quotidien américain et d'autres sources de presse évoquent un plan plus global des Occidentaux. Oui. Le Wall Street Journal indique que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne voient dans le renforcement des liens entre l'OTAN et l'Ukraine un moyen d'encourager Kiev à entamer des pourparlers de paix avec la Russie plus tard cette année. C'est donc pas pour tout de suite et ce sera à l'Ukraine de décider le moment venu pour négocier. Mais le journal allemand Bild est plus précis et parle d'un plan plus contraignant pour Volodymyr Zelensky. Selon le journal, qui cite 2 responsables américains et allemands, un plan secret emmené par Emmanuel Macron, Olaf Scholz et l'OTAN aurait été défini pour mettre fin à la guerre. Il était présenté comme un ultimatum à Volodymyr Zelensky. En échange de livraisons massives d'armes, l'OTAN veut donner à l'Ukraine la chance de reprendre plus de territoires occupés d'ici à l'automne. Si les contre-offensives échouent, la pression sur Kiev pour négocier avec le Kremlin augmentera. En clair, les Occidentaux donneraient 8 mois maximum à l'Ukraine pour gagner sa guerre, sans quoi Volodymyr Zelensky sera conduit à négocier avec Vladimir Poutine. L'information n'a pas été confirmée ce soir par aucun dirigeant occidental, mais pour le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, il n'y a rien d'anormal à discuter aujourd'hui de négociations à ce moment de la guerre. Écoutez.
L'histoire des guerres, c'est que vous ne les conduisez correctement que si vous avez défini à un moment donné et assez rapidement le type de paix que vous voulez obtenir. Exact. La paix, à la fin, c'est la paix de l'Europe et nous avons notre mot à dire à la fin dans les conditions de la paix. Nous sommes partie prenante intégralement parce que c'est nous qui irons éventuellement redéfendre après l'Ukraine, etc. Merci Quentin. Dernière précision qui nous viennent de sources diplomatiques. On a cherché toute la journée, évidemment, à avoir une réaction à l'Élysée, à avoir une réaction au gouvernement. De sources diplomatiques, voilà ce qu'on nous indique. C'était une conversation privée entre chefs d'État. Elle a vocation à le rester, donc pas de confirmation et pas d'infirmation de ces propos rapportés par le Wall Street Journal. Et notamment, vous êtes un grand chef de guerre, tu es un grand chef de guerre, puisque je crois qu'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se tutoient. Tu dois devenir maintenant un grand homme d'État. Pas de confirmation, pas d'infirmation. Nous n'en avons pas entendu parler. Pour l'ultimatum, pareil, on ne voit pas d'où ça sort. C'est vrai que la notion d'ultimatum, le BILT, là, ça paraît un peu tiré quand même par les cheveux. Si le but ultime est de restaurer l'Ukraine dans sa souveraineté et ramener la paix sur le continent, le président a aussi été très clair que l'heure n'était pas encore aux négociations. Mais attention, ceci n'est pas incompatible avec cela. Tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron, il ne dit pas il faut arrêter la guerre, il faut négocier. Emmanuel Macron, il dit, visiblement, si on en croit ces informations, précisez à partir de quel moment vous serez prêt à négocier, précisez quel est le but à atteindre, l'objectif à atteindre, la paix que vous voulez atteindre. C'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que c'est l'Ukraine doit aller intégrer l'OTAN? La Russie doit complètement désarmer sur son flanc ouest, ou que sais-je encore? La Russie doit signer un nouveau traité? Bon, on ne sait pas. Mais c'est ça, visiblement, qu'il lui demande d'exprimer. Voilà pour cette première réaction française qu'on pouvait avoir à ces informations. Alors, première chose, comment comprendre ces informations? Comment comprendre ce qui s'est passé? C'est-à-dire cette pression occidentale sur Volodymyr Zelensky pour qu'il, mentalement, commence à formuler pour lui-même et pour ses alliés occidentaux où est-ce qu'il souhaiterait aller et à partir de quel moment il pense qu'on pourrait en discuter. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur tous ces points. Mes premières réactions, c'est tout d'abord de dire que de penser à l'issue de la guerre et de penser à l'après-guerre, enfin de penser, d'y réfléchir et de travailler là-dessus, ça me paraît non seulement normal, mais absolument nécessaire. Et ça ne veut en aucune manière dire qu'il y a un ultimatum qui est donné au président Zelensky pour qu'il négocie avec Vladimir Poutine. D'abord, il a dit qu'il ne voudrait pas négocier avec Vladimir Poutine et tout conflit se termine généralement par une négociation. Donc, je crois qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Mais encore une fois, réfléchir à l'issue de la guerre et à l'après-guerre, c'est absolument nécessaire. La presse montrait en épingle une discussion qui serait finalement assez naturelle pour vous. Qui serait absolument naturelle, à condition qu'on enlève le terme d'ultimatum qui a été prononcé par je ne sais plus quel... Le Bild allemand. Voilà. Alors, en ce qui concerne le plan de paix chinois, qui honnêtement n'a quand même rien d'un plan de paix. C'est une déclaration chinoise concernant la guerre en Ukraine. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Macron sur ce plan s'il pense que la Chine va faire pression sur la Russie pour arrêter ce conflit. Juste un instant, pardon, sur ce plan, parce qu'on dit beaucoup... ça n'est pas un vrai plan puisqu'il met sur le même plan l'agresseur et l'agressé. Mais est-ce que la Chine, qui est l'alliée de la Russie, n'est pas obligée d'en passer par là sans pour autant et que c'est une manière de ne pas dévoiler l'objectif ultime? Parce que la Chine dit quand même dans son préambule ou dans son premier point, la souveraineté territoriale fait partie des fondamentaux. Et évidemment que la Chine le dit, puisqu'elle pense à Taïwan, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais non, mais la Chine a ses propres préoccupations et elle a une fausse neutralité dans ce conflit, dans la mesure où, certes, elle s'est abstenue à l'ONU, on l'a encore vu la semaine dernière, elle n'a pas condamné l'agression de la Russie, mais la Chine, en même temps, continue à soutenir
la Russie. Et donc, c'est une position qui est très ambivalente. Si je ne pense pas que la Chine va faire pression sur la Russie, c'est aussi parce que ce partenariat avec la Russie est très utile pour la Chine. Il est très utile sur le plan économique. Il est très utile parce que la Russie est en train de devenir un vassal de la Chine. Il est très utile aussi parce que ce partenariat avec la Russie permet d'augmenter et d'améliorer ce front anti-occidental qui est en train de se développer. Et donc, pour toutes sortes de raisons, en fait, la Chine ne peut pas être le médiateur pour vous. Non, pour moi, la Chine ne sera pas le médiateur. Et je laisse de côté la Chine un instant. Elle le pourrait, mais elle ne pensera pas avoir intérêt à le faire. Je mets de côté la Chine pour l'instant et je reviens à ce qui est présenté comme un coup de pression sur Zelensky. Ça suppose grand 1 dans l'esprit des dirigeants occidentaux. Non, il n'y aura pas de solution uniquement militaire. Autrement dit, l'Ukraine n'arrivera pas uniquement d'un point de vue militaire à reconquérir tous ces territoires perdus non seulement depuis le 24 février, mais même peut-être depuis 2014. Et deuxièmement, il faut définir les horizons de paix dès maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Vincent ? Alors, à lire le papier de Wall Street Journal, le postulat serait: il faut promettre à l'Ukraine de l'épauler suffisamment pour demain être à l'abri d'une nouvelle agression. Et là, on se heurte à ce qui est pour moi l'écueil fondamental de la posture de Paris depuis le début, c'est le rapport au temps. Pardon pour l'anglicisme, mais mauvais timing une fois de plus. Bon, même si là, c'est une révélation de presse et non pas un discours officiel. Pourquoi ? Le drame de l'après-guerre, c'est qu'avant l'après-guerre, il y a la guerre. Et qu'on y est aujourd'hui. Et donc, faire apparaître une hypothétique pression infligée à Zelensky au prétexte que l'on parierait sur l'impossibilité d'une victoire militaire et d'une insigne maladresse. Mais pardon Vincent, vous avez entendu Anne, vous avez entendu le général Desportes, ils disent faire la guerre à 100%, oui, avoir en tête les conditions de la paix, aussi. Mais dans le secret le plus absolu de délibération en tête-à-tête. Ah, là, c'était censé être secret. Voilà. Ouais. Et par ailleurs, vous posiez tout à l'heure la question, est-ce réaliste d'envisager ça ? Il y a un an, jour pour jour, si nous étions posés ici sur ce plateau la question, est-il réaliste d'envisager une reconquête par l'armée ukrainienne de l'équivalent du territoire de la République tchèque, 75 000 km², de Kharkiv et de Kherson, nous aurions répondu non. On nous aurait demandé quelle substance illicite nous avions consommée dans l'heure qui précédait. Donc je veux dire, je suis quand même frappé aussi par cette expression qui a été employée: tu es un grand chef de guerre, soit un homme d'État. Enfin, depuis quand Emmanuel Macron serait fondé à décerner des brevets de grands chefs de guerre à quiconque? Et puis, est-ce que Zelensky vient lui conseiller sur l'âge pivot de la retraite en France ? 64 ans, ça n'est pas l'espérance de vie des Ukrainiens qui sont volontaires pour aller se battre sur le front. Donc, si tout cela est vrai, je trouve que c'est assez désolant parce que ça relève d'une forme de paternalisme, au fond. Bon, après, les termes de la discussion précis, l'état d'esprit dans lequel ça a été dit, c'est vrai qu'on n'a pas les déclarations froides couchées sur le papier. C'est une autre histoire. Vous disiez... Ouais. Général Trinquant, tout ça c'est la faute des journalistes. Si ces conversations restaient secrètes, il n'y aurait aucun problème. Oui, je dis toujours, y penser tout le temps, ne le dire jamais. Évidemment qu'il faut penser à une négociation, évidemment qu'il faut penser à l'après-guerre, ne pas en parler. Alors là, évidemment, bon, vous allez me dire, c'est le rôle du journaliste de le révéler, parce que oui, il n'aurait plus de métier. Donc, mais donc je ne prends pas à la lettre tout ce qui a été dit là-dedans. Mais je voudrais revenir au sujet précédent, qui était la contre-attaque. Une contre-attaque, ça ne veut pas dire que l'Ukraine va arriver sur les frontières de 1991. La contre-attaque veut dire qu'elle va changer le rapport de force et elle va mettre la Russie dans une situation difficile. Et que donc, à ce moment-là, bien sûr, il faudra discuter, négocier, etc. et peut-être faire des concessions difficiles. Ce qui est un peu dit à la fin. Donc ça, c'est possible. Donc je pense que, si vous voulez, le président Zelensky aujourd'hui, d'ailleurs c'est très intéressant, lui il dit, moi je vais reconquérir en 2023. Alors que tout le monde dit, la guerre ne peut pas être gagnée en 2023. Donc lui, il est en train de dire, si, moi je peux réussir. Et puis entre les deux, il y a la réalité de ce qui se passera. C'est-à-dire, que réussira-t-il à reconquérir en 2023 ? Et entamerons-nous des négociations en 2023. Mais tout ça, il faut y penser,
Mais effectivement, à mon avis, ne pas le mettre sur la table. Voilà, mais donc, pour bien préciser les choses, Général Trinquant, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, peut-être les Anglais, peut-être l'OTAN, sont fondés à avoir cette discussion avec Volodymyr Zelensky et à lui dire comment imagines-tu la paix, à partir de quel moment on pourra arrêter les combats pour penser à la paix. Bien sûr, et d'où les réponses à la fois de Zelensky et de son ministre de la Défense et de son chef d'état-major en disant mais nous, attendez, on va attaquer, vous allez voir. Et donc, commencez pas vos conversations sur la position actuelle, discutons sur les positions futures. Et les positions futures, chacun place un peu le curseur où il peut le fixer. Tout ça est cohérent, on verra. Je suis d'accord avec mes collègues que peut-être c'est pas le bon moment, effectivement, pour parler de négociations quand il y a une pleine offensive de l'armée dirigée par le Kremlin, quand l'Ukraine peut changer les choses effectivement sur le front. À mon avis, c'est le front effectivement qui va définir la réalité sur le terrain, qui va définir comment peut être la paix si elle est envisageable en 2023. Et surtout pour moi, il y a un deuxième facteur qui va définir en fait combien cette guerre va continuer, c'est le peuple ukrainien. Si président Macron demande à M. Zelensky d'être un homme d'État, c'est comme ça que se comportent les hommes d'État. Ils écoutent leur peuple. Et je vous rappelle qu'en mars 2024, il y aura des élections en Ukraine. Et c'est ça qui va aussi compter. Zelensky, il est à l'écoute de son peuple. On sait aujourd'hui que le peuple ukrainien à fond soutient Zelensky, que sa popularité est énorme, c'est 80-90%. Et le peuple ukrainien, si on parle avec eux, ils sont tous déterminés. Pardon Vera, grand homme d'État, il écoute toujours son peuple. L'histoire a parfois démontré l'inverse. Churchill, quand il fait la guerre, et il fait la guerre à la dure, il tient contre les Allemands, il est battu aux élections immédiatement à la fin de la guerre. Oui, c'est vrai. De Gaulle, quand il arrive en 58, s'il écoutait le peuple, il ne lâcherait pas l'Algérie française. Il la lâche parce qu'il se dit c'est le sens de l'histoire. Enfin, on suppose que c'est ça. Oui. Mais en tout cas, il le fait d'une certaine manière contre son peuple. Donc c'est peut-être aussi en ce sens-là qu'Emmanuel Macron dit tu vas devoir prendre des décisions politiques difficiles. Commence à les envisager et à nous en parler, nous, tes soutiens. Pour l'instant, on voit que le peuple ukrainien est déterminé et il ne va pas choisir Zelensky s'il va avoir des attitudes défaitistes aujourd'hui, s'il va céder à la Russie. Parce que quand on parle de la paix, parce que tout le monde veut la paix, mais si c'est la paix qui en fait légitimise l'occupation illégale lancée par Poutine, ça ne va pas apporter la paix en Europe. En fait, ça va juste donner plutôt une carte blanche pour Poutine pour continuer. On sait que le plus long, le temps qu'il est au Kremlin, il va toujours essayer d'avoir les victoires à l'extérieur. En Ukraine, en Moldavie, au Kazakhstan, ailleurs. Donc ça ne va pas apporter la paix. Un des points sur lequel être un chef d'État pour Zelensky, c'est le point sur lequel il dit « je ne parlerai jamais à Poutine ». Oui. Or là, on lui dit Poutine, il sera peut-être là et il faudra peut-être discuter avec lui. Quoi. Ça va être une décision difficile pour le Parce qu'il fixe parmi ces trois conditions le fait notamment que les crimes de guerre soient punis et que leurs auteurs soient poursuivis par la justice. Et il pense à Boutcha, évidemment, et aux tribunaux spéciaux. Très brièvement sur l'analogie avec De Gaulle et Churchill, il me semble que le moins que l'on doive à Zelensky, c'est de lui offrir le moyen un jour d'être battu dans les urnes, et pas sur le champ de bataille. C'est ça, à mon avis, le sens de l'histoire dans ce qui se joue aujourd'hui.